Salut, c'est Etienne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment attaquer des marchés internationaux avec la publicité Meta. Bon, comme vous le savez sûrement, passé un certain stade sur Meta et plus particulièrement en France, eh bien, on atteint un plafond de verre. Et donc, continuer à développer le même marché local, c'est plus suffisant pour scaler. Et donc, il faut se poser la question de quels sont les relais de croissance. On parle notamment de scaling vertical ou horizontal. On peut par exemple ouvrir d'autres canaux comme TikTok, Snapchat, Pinterest pour aller chercher du complément de trafic. On peut aussi promouvoir d'autres produits que ceux qu'on a mis en avant jusqu'à maintenant, mais on peut surtout ouvrir et attaquer des marchés internationaux. Et le problème, c'est que si c'est mal fait, et je l'ai vu plusieurs fois, eh ben on peut vite se casser les dents. Et généralement, les marques, elles pensent que ouvrir un marché international, ça se résume à traduire leur site, traduire leur publicité, dupliquer leur campagne, mettre du budget et attendre de voir si ça marche. Et ben je vais vous faire gagner du temps et de l'argent. Dans 90% des cas, ça ne marche pas et les marques font machine arrière. Et en fait, c'est normal parce que ouvrir un marché international, bah, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, même si la langue dans le pays est la même. Et je sais de quoi je parle puisqu'avec mon agence, on accompagne des marques en France, mais aussi aux États-Unis, au UK, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Afrique du Sud et dans bien d'autres pays. Ce qu'on observe, c'est que les CPM ne sont pas les mêmes dans tous les pays, que les modes de consommation sont très différents d'un continent à l'autre, et donc pour réussir, il faut une méthodologie bien spécifique dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Etienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Avec mon équipe, on a accompagné un peu plus de 150 marques dans leur stratégie d'acquisition publicitaire, et on a dépensé pour elles un peu plus de 30 millions en publicité sur les régies que vous connaissez, Meta, Google, TikTok, Snap, Pinterest, etc. Sur cette chaîne, je partage absolument toutes mes méthodes et ce que l'on teste avec notre agence sur nos clients dans des cas réels, et l'idée c'est que tout le monde puisse en bénéficier pour monter en compétences ou optimiser ses campagnes. Donc si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne, mais surtout à t'abonner et activer la petite cloche, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je sortirai une vidéo comme celle-ci. C'est fini pour la petite page de pub, on va pouvoir démarrer, c'est parti pour le sujet du jour, comment s'exporter avec Meta. Alors déjà, je pense que avant de commencer, il faut briser quelques petites croyances sur comment ça fonctionne l'internationalisation, pour qui c'est, etc. Donc la première question à laquelle on va répondre, c'est qui est-ce que ça concerne? Autrement dit, pour qui ça a du sens de s'exporter sur Meta? Donc moi je distingue deux types de marques sur Meta. Il y a les marques qui ont un business fil rouge, donc même s'ils ont des petits pics de saisonnalité sur Q4, ce genre de choses, globalement leur activité tourne toute l'année. Et les marques qui sont très saisonnières. Par exemple, des marques qui vendent des produits pour le soleil, bah, ils vont être très impactés de la période qui va de mars jusqu'à septembre, ou des marques qui vendent, je sais pas, des cadeaux pour la fête des mères, et bien la fête des mères va être différente en France, en Espagne, aux États-Unis, etc. On va commencer par la première catégorie. La première catégorie, c'est les marques fil rouge. Pour moi, une marque qui s'exporte, c'est une marque qui a déjà en fait épuisé son marché local. Pourquoi? Et bah parce que s'exporter déjà, ça demande beaucoup de travail, on va le voir aujourd'hui, et du coup, bien en fait, ça dilue un petit peu déjà son énergie, ça dilue son budget, puisqu'on va devoir mettre des budgets, ça va demander un travail de ressources supplémentaires comme de la production créa, des landing pages, ce genre de choses. Et tout ça, en fait, bah, on le sous-estime, on pense qu'on peut juste dupliquer des campagnes, et bien ça va représenter un certain coût. Et il y a de grandes chances que, eh bien en fait, les premiers euros investis sur des marchés étrangers, sauf s'il y a déjà une traction énorme, et on va le voir juste après, eh bien ce ne soit pas rentable tout de suite. Donc si en fait il y a encore un potentiel à exploiter sur le marché domestique, je pense que c'est pas une bonne idée d'aller sur de l'export parce que ça risque juste de vous disperser. Donc la question qui vient avec ça, c'est à partir de combien de budget on peut se dire que c'est suffisant. Il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment du panier moyen, de l'activité, de la profondeur du marché, si vous êtes sur un marché de niche ou sur un marché de masse. Mais ce qu'on observe, c'est que quand on dépense 50, 60, 80, 100 000 euros par mois sur Meta, généralement un premier plafond commence à se dessiner. Et là, soit on arrive à le craquer en faisant des campagnes top funnel, des créas, etc. Donc j'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur comment scaler sur Meta. Soit eh bien on se rend compte qu'on a atteint le plafond, donc c'est-à-dire qu'on a épuisé son audience. Et là, dans ce cas-là, ça peut être le bon moment de penser à s'exporter. Après, pour ce qui est des business qui sont saisonniers, et ben là c'est totalement différent parce qu'évidemment, à partir, si on reprend l'exemple du produit qui se vend quand il fait soleil, et ben vous avez aucun intérêt à faire la promotion d'une crème ou d'une casquette anti-UV ou de lunettes anti-UV en octobre ou novembre parce qu'il y a peu de chances qu'en France des gens vous achètent. C'est très bête, mais quand il fait chaud, les gens achètent des clims et quand il fait froid, les gens achètent des ventilateurs. C'est aussi primaire que ça, mais je vous assure, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et du coup, dans ce cas de figure, bah, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher des pays dans lesquels la saisonnalité est inversée. Par exemple, des pays hémisphère nord, hémisphère sud, eh bien l'été, c'est l'inverse de nous. Donc quand c'est l'hiver, ici c'est l'été. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont en Afrique du Sud, par exemple, pendant qu'il fait froid ici, parce qu'il fait très beau. Et bien là, ça peut être intéressant de potentiellement arriver à lisser son activité toute l'année en jouant sur les différentes saisonnalités des pays. Si on reprend l'exemple aussi des cadeaux pour les fêtes des mères, si la fête des mères en France c'est en mai et que en Espagne par exemple c'est en mars, et bien déjà ça vous fait 2 mois sur lesquels vous pouvez avoir du chiffre d'affaires, tandis que si vous êtes que en France, bah, c'est moins intéressant parce que vous aurez que 1 mois avec du chiffre d'affaires. Après il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais on va y venir. En tout cas, c'est les deux cas de figure dans lesquels, à mon sens, il faut déjà se poser la question de est-ce que ça vaut le coup ou pas de s'internationaliser. Ensuite, il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est que faut-il prévoir? L'internationalisation, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande des ressources, donc ça demande est-ce que des personnes travaillent, des créas soient produites, du budget soit investi, etc., etc. Mais ça demande surtout à ce que toute la partie e-commerce eh bien, soit bien préparée. Typiquement, il y a des choses qui peuvent casser un business si c'est pas bien anticipé,
c'est notamment les frais de logistique et d'envoi. Il y a des coûts qui sont extrêmement élevés pour envoyer par exemple aux US ou en Suisse. Il y a des frais de douane qu'il faut anticiper et ça peut vraiment plomber toute l'équation économique. Imaginez que vous avez une équation qui est rentable en France et vous avez le même panier moyen dans un autre pays, par exemple la Suisse, et que le coût d'acquisition reste stable. Si vous prenez plus 40% ou 30% de frais de douane, toute votre équation elle est morte et ça sert à rien d'aller sur ce marché. Donc ça c'est très important de faire des simulations. Il y en a même qui vont jusqu'à avoir du stock sur un marché dans lequel ils sont présents parce que ça permet justement baisser ses coûts d'expédition, frais de livraison. Et il faut aussi anticiper bien évidemment les délais de livraison. Donc là pareil sur la logistique etc. Mais c'est pas moi mon cœur de métier. Donc on va plutôt s'orienter sur la partie marketing et tout ce qui touche au retour, que vous laissiez la possibilité aux utilisateurs insatisfaits ou qui veulent changer de produit de vous les renvoyer facilement. C'est toujours plus simple quand il y a des options locales que quelqu'un doit vous envoyer le colis des US jusqu'à la France. Et ensuite la troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a des manières progressives d'y aller, ou autrement dit ce qu'on appelle les quick wins, pour générer de la croissance à l'export sans investir énormément et sans risquer de se casser les dents? Et bien la réponse est oui. En France par exemple, ce qui marche très bien et qui permet de limiter la prise de risque, c'est d'ouvrir déjà les marchés frontaliers. Donc si vous êtes en France, vous pouvez très vite aller chercher la Belgique francophone, donc la Wallonie, vous pouvez aller chercher la Suisse francophone. Là c'est un peu plus compliqué parce qu'en effet il y a les frais de douane dont on parlait. Luxembourg également, c'est un pays qu'on peut aller chercher. Bref, il y a déjà des pays frontaliers, pas ça qui va vous faire x4 sur votre chiffre d'affaires, mais c'est déjà une manière d'aller chercher, commencer à tester en fait d'autres mécaniques. Deuxième point qu'on peut mettre en place, c'est le retargeting. Par exemple, si vous savez que dans vos ventes, en fait, il y a des clients qui viennent d'autres pays et que vous les livrez normalement, si vous commencez à avoir 5-10% de vos ventes qui sont à l'international, et ce qu'on peut faire très simplement en pub, c'est de mettre une campagne de retargeting international. Et ça, du coup, ça vous permettra de recibler les visites qui ne sont pas de la France, qui viennent d'autres pays, et du coup, de faire des ventes en plus que vous n'aurez pas fait si vous n'avez pas retouché ces personnes. Donc ça vaut également pour les séquences email, CRM, Klaviyo, etc. Voilà. Et du coup, la recommandation générale, c'est bien évidemment d'ouvrir des marchés où il y a une traction naturelle. C'est toujours plus simple d'appuyer sur ce qui fonctionne en publicité que d'essayer de vendre quelque chose qui fonctionne pas. C'est la logique numéro 1. Il y a plein de logiques numéro 1 en méta, mais globalement, les deux règles d'or, c'est appuyer là où ça fonctionne et du coup ralentir là où ça marche pas. Ça sert à rien d'aller contre le sens du vent. Votre saison elle est pas bonne, ralentissez, et quand elle est bonne, accélérez. C'est pour ça que Q4 est un mois très très fort pour les e-commerçants. Et la deuxième règle, même si je sors un petit peu du scope de cette vidéo, c'est on ne coupe jamais quelque chose qui fonctionne. Si vous avez une créa qui marche bien, eh bien ça sert à rien de la désactiver. Bref, je referme la parenthèse. Tout ça pour dire que s'il y a une traction naturelle sur un marché, vous sentez qu'il y a déjà des ventes, qu'il y a de l'appétence, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre site, etc. Eh bien, il y a de grandes chances que ce soit un indicateur positif sur le fait que vous pouvez ouvrir ce marché. Est-ce que l'équation derrière sera rentable? Ça, c'est une autre question à laquelle on va répondre aujourd'hui. En tout cas, ça vous permet déjà d'isoler ou en tout cas d'identifier des marchés sur lesquels il y a peut-être du potentiel. Ok, donc maintenant qu'on sait tout ça, la question c'est quelle est la méthode pour ouvrir un marché? Donc moi, j'ai décidé de découper la méthode en 5 étapes pour que ce soit plus clair et plus lisible. Bien évidemment, c'est pas aussi hermétique et schématique que ça en a l'air, mais au moins ça permettra de structurer ma pensée et pour vous de vous y retrouver. Donc la première étape pour moi, c'est d'identifier les marchés à potentiel. L'idée là, c'est de se dire, ok, je veux aller à l'étranger, où est-ce que je peux aller? Il y a deux manières de fonctionner. C'est soit on a déjà un marché avec de l'attraction, donc en l'occurrence, on va sélectionner des pays, soit on a une stratégie en fait. On se dit, bon voilà, moi je veux aller aux US parce que je sais que tout le business est là-bas. Je suis prêt à perdre beaucoup d'argent sur la première année parce que les US c'est très très cher, voire la deuxième année. Mais mon objectif c'est vraiment d'aller chercher en fait des parts de marché ici. Première option, vous avez une stratégie qui est déjà très claire et voilà. Ou deuxième option, eh bien vous n'avez aucune idée de sur quel marché vous voulez aller, mais en fait vous êtes ouvert. Donc c'est une approche un peu plus opportuniste, pas du tout péjoratif, au contraire, c'est plutôt smart parce que ça vous permet d'aller là où il y a le plus de potentiel. Donc option 1, très simple, généralement vous avez fait une petite étude de marché, donc vous avez vos pays, votre liste de pays, etc. Et option 2, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de tester. Donc là, on va lancer des petites publicités, très simples, pas beaucoup de budget, où l'idée c'est juste en fait d'avoir des indicateurs médias. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est identifier à combien de CPM, globalement sur des ads qui fonctionnent bien, quels sont les taux de clic, quels sont les coûts par clic sortant, parce que du coup ça conditionne les visites qui arrivent sur votre site, et du coup faire une première idée de ok, est-ce que déjà on est sur une base assez similaire à la France, ou est-ce que mon CPM il est 4 fois supérieur? Par exemple au UK, 4 fois supérieur, aux US c'est 4 fois supérieur, donc à taux de conversion et panier moyen égal, eh bien vous avez peu de chances d'avoir une équation rentable, sans parler des frais de livraison et de douane, donc potentiellement, même si ça peut paraître être des gros marchés, eh bien c'est pas forcément les premiers sur lesquels je recommanderais à toutes les marques d'aller. Sauf s'il y a vraiment une stratégie, auquel cas, et que vous êtes prêt à perdre de l'argent, bon ça c'est autre chose, ce qui s'entend évidemment, si vous avez des fonds ou les reins solides, ça se comprend. Donc du coup on va lancer progressivement des petites publicités comme ça. Généralement il faut pas trop se prendre la tête, donc pour moi si vous avez un site en français, eh bien vous pouvez le traduire très facilement, il y a des plugins qui font ça très bien, par exemple Wiglot entre autres. Sinon vous pouvez tester avec une LP, si vous avez une LP qui fonctionne bien, eh bien vous la dupliquez, vous la traduisez. Vous prenez pas trop la tête si vous ouvrez par exemple des pays, je sais pas, allemand, ce genre de choses, même en anglais, ça vous permet d'avoir des premiers indicateurs. Et surtout en fait enlevez le plus d'inconnus de votre équation. Donc n'allez pas tester des nouveaux produits avec des nouvelles créas sur un nouveau marché, parce que du coup là vous avez 3 inconnus, c'est est-ce que mon produit marche, est-ce que ma créa marche, est-ce que mon marché marche, et du coup si ça marche, vous êtes incapable de dire ce qui fonctionne, et si ça marche pas, pareil. Donc prenez ce qui fonctionne, dupliquez-le et juste adaptez-le un petit peu, que ça vous prenne pas trop d'énergie, mais que ça vous permette de lancer du coup des premiers tests. Si vous voulez réduire le risque, vous pouvez aussi lancer des campagnes de retargeting au lieu de mettre de l'acquisition, puisque ça coûtera moins cher, et du coup vous allez pouvoir observer les indicateurs. Et donc une fois qu'on a fait ça, on rentre dans la deuxième phase qui est du coup la phase de validation
validation du potentiel de marché. Donc admettons qu'avec la petite analyse préalable, on a identifié que le Royaume-Uni, c'est un marché qui est intéressant, même si les CPM sont un peu plus élevés, eh bien il y a quelque chose à faire. Et donc là, ce qu'on va vouloir valider, c'est est-ce que le modèle économique est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse e-commerce, donc on va continuer à diffuser la publicité. Si vous voulez, vous pouvez commencer à affiner un petit peu, travailler sur la landing page, etc. Mais encore une fois, on n'est pas encore dans une strate vraiment de déploiement, on est encore dans une phase de test. Et donc là, l'idée c'est de passer au peigne fin des indicateurs e-commerce. Vous allez regarder comment se comportent vos clients au UK, par exemple, si on prend l'exemple du UK. C'est quel est le panier moyen, est-ce qu'il est plus ou moins élevé qu'en France, quel est le taux de conversion, est-ce qu'il est plus ou moins élevé qu'en France, quel est le taux de rétention, est-ce qu'il est plus ou moins élevé qu'en France, et surtout le mettre en rapport avec le coût d'acquisition que vous avez sur Meta, sur une stratégie non optimisée. Donc on sait qu'au début, vous faites sur de la duplication, donc ça veut dire que c'est pas la version la plus aboutie que vous pouvez faire, mais ça vous donne quand même une idée. Et donc en fait, vous allez mettre ça en rapport l'un avec l'autre. Si votre coût d'acquisition, par exemple en France, il est de 40 € et que UK il est de 50, mais que en fait vous voyez que votre panier moyen en France il est de 80 € et que UK il est de 100, potentiellement on tient quelque chose. Et c'est extrêmement important d'aller dans ce niveau de granularité. Pourquoi? Parce que parfois, en fait, il y a des marchés sur lesquels les paniers moyens sont les mêmes, par contre la LTV est 3 fois supérieure, et à l'inverse, il y a des marchés sur lesquels les coûts d'acquisition sont plus élevés, mais les paniers moyens sont beaucoup plus élevés. Exemple, nous on a une marque de cosmétiques avec qui on travaille sur le même produit, c'est un rapport de 1 à 3 entre la France et la Suisse. Donc typiquement, cette marque étant basée en Suisse, eh bien, on a décidé de diffuser beaucoup plus sur la Suisse parce que déjà c'est un marché avec quand même 10 millions de personnes et surtout, eh bien, le pouvoir d'achat est bien supérieur. Pareil, il y a des produits sur lesquels il y a beaucoup plus de repeat dans certains pays que dans d'autres parce que ça fait plus partie, par exemple dans la cosmétique, de certaines routines et donc la LTV est plus intéressante même si le coût d'acquisition est plus bas. Donc ça, c'est vraiment cet exercice de réconcilier en gros le coût d'acquisition, le panier moyen, la LTV et le taux de conversion évidemment pour identifier l'attraction et ça vous permet du coup de valider ou de verrouiller le fait que économiquement, à petite échelle déjà, ce marché est viable avec une stratégie qui n'est pas encore totalement optimisée. Parce que si dès le début en fait vous voyez que c'est très ric-rac, même en optimisant vous allez galérer à avoir un ROAS de 2 etc. Dans ce cas-là, moi je me dirais peut-être pas le bon plan, je vais aller voir s'il n'y a pas un marché qui est un peu plus intéressant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien il faut se pencher sur les modes de consommation. Donc toujours dans la deuxième partie, validation, c'est quels sont les modes de consommation et de paiement de certains marchés. Ça peut paraître bête, mais en fait il y a des marchés sur lesquels il y a des spécificités, sur lesquels il y a des moyens de paiement. Typiquement des marchés émergents, eh bien le paiement c'est à la livraison. Donc ça, c'est pas forcément ouf pour certains types de business. Il y a des pays sur lesquels, dans la mode par exemple, c'était le cas en Italie il y a quelques années, eh bien en fait il y a beaucoup plus de retours que d'autres. Donc ça c'est à prendre en compte dans votre équation et si vous avez 30% de retour, ça vous flingue tout votre business. Il y a des pays sur lesquels, sur votre produit particulier, en fait il y a un rapport à ce produit que vous n'avez pas forcément anticipé, donc il faut faire un petit peu de travail de recherche. Exemple avec un bon maillot, qui est un client avec qui on travaille maintenant depuis un petit moment. Quand ils ont décidé d'ouvrir le marché espagnol, ils avaient des maillots qui étaient prêts à 47 €. Et bien en fait ils avaient énormément de trafic, donc toute l'attraction qu'ils avaient sur le marché français, par contre ça convertissait pas du tout. Et ce dont ils se sont rendu compte après, c'est qu'en parlant avec leurs clients, quand ils organisaient des tournages sur des choses, c'est que, eh bien, il y a beaucoup de contrefaçons en Espagne, et en fait les contrefaçons, les maillots ils sont à 30 €. Alors que les maillots, les vrais maillots qui sont en boutique, eh bien ils sont vendus plus à 90, 80, 90, ils sont très chers. Et donc du coup le positionnement prix de un bon maillot était trop bas pour que les clients potentiels pensent que c'est des vrais maillots, alors que c'est des vrais maillots, et trop haut pour que ce soit intéressant pour eux d'acheter un maillot qui peut être potentiellement une contrefaçon. Et ça, typiquement, il avait pas du tout anticipé, et même si les CPM sont bons, et l'équation est pas bonne. Donc ça, c'est très important de vraiment se pencher sur les modes de consommation, les paiements, et les personnes, les agents locaux que vous pouvez payer pour ça. Sinon, allez faire un petit tour, parler à vos clients, surtout, c'est extrêmement important, je pense, ça vous permet de faire une idée. Et du coup, bien évidemment, la dernière phase, c'est très important, c'est l'analyse de la concurrence. Puisque quand on évolue sur un marché, on n'évolue pas seul, on évolue face à des concurrents, et il y a des marchés sur lesquels il y a déjà des leaders qui sont en place. Typiquement, si vous voulez lancer demain de la food tech au UK, eh bien, ça va être très concurrentiel parce que c'est extrêmement développé. Pareil, la fintech, si vous voulez lancer la fintech dans des marchés comme le Nigeria, eh bien, sachez que c'est la capitale économique des fintech en Afrique. Donc, typiquement, vous aurez énormément de concurrence. Donc, ça veut dire que vos CPM seront plus élevés et surtout les méthodes marketing et les alternatives produits qu'il y aura pour votre clientèle, seront multiples et donc, niveau de maturité du marché sera plus élevé. Donc, ça veut dire que vous allez devoir faire plus d'efforts pour pouvoir convaincre et surtout, vous allez très vite tomber dans les arguments de prix parce que si on peut facilement vous comparer, eh bien, les arguments prix deviennent prépondérants. Donc, parfois, on a intérêt à aller sur des marchés un peu moins matures parce que du coup, on est pionnier ou leader et donc, même s'il y a un peu d'évangélisation à faire, eh bien, plus intéressant, ça, encore une fois, ça fait partie de l'analyse initiale. Et du coup, pour ça, l'outil numéro 1, c'est Meta Ads Library. Vous pouvez regarder toutes les créas qui sont publiées par vos concurrents. Vous pouvez les trier, actives, inactives, par date, etc. Et vous pouvez également rechercher par mots-clés. Donc ça marche bien, c'est pas ouf, mais ce que je vous recommande, sinon, c'est d'utiliser Foreplay, qui est très très bien, que moi j'utilise pour faire de la veille et que toute mon équipe utilise d'ailleurs pour faire de la veille sur Meta. Ça vous permet d'avoir un spectre plus large de ce qu'il fait. Vous pouvez filtrer par pays, etc. Voilà. Et donc, une fois qu'on a validé le potentiel du marché, donc admettons que on a fait la première phase, on a identifié que le UK c'est pas mal. Deuxième phase, on a validé le panier moyen est bon, le taux de conversion est bon, même si les CPM sont un peu plus élevés, globalement l'équation a l'air de tenir. Et bien là, on passe dans la phase 3, qui est pour moi la phase de préparation du lancement. Donc là, il va vraiment y avoir une stratégie e-commerce. Donc c'est ici qu'on commence à déployer des ressources. Pour moi, il faut adapter son prix donc au marché. Typiquement, si le pouvoir d'achat au UK est supérieur en France, pourquoi rester sur les mêmes prix? Donc là, vous pouvez faire du testing. Si vous êtes à 60 €, vous pouvez mettre 70, 80, 90 et vous testez sur une même campagne, même cible
ciblage, même créa, vous splittez le trafic, vous faites de l'A/B test et vous voyez ce qui fonctionne. Donc ça, typiquement, ça vous permet de monter et on dit pas non à quelques euros en plus sur un panier moyen. Adaptation du produit, est-ce qu'il est acheté différemment? Est-ce qu'il est acheté sous forme de bundle? Est-ce que les gens ont plutôt l'habitude que ce soit packagé? Est-ce que les gens ont plutôt l'habitude de l'acheter à l'unité? Est-ce qu'ils s'abonnent? Ce genre de choses. Donc ça, pour moi, il faut adapter son prix. Et l'offre. L'offre, il y a des pays qui sont extrêmement sensibles à l'offre. Les US, les UK, ils ne fonctionnent qu'à ça. Vous allez sur n'importe quel site de DNVB américaine, vous verrez que, eh bien, il y a toujours une bonne raison pour laquelle il y a une offre qui se termine dans 4 jours, que ce soit Thanksgiving, que ce soit fête nationale, que ce soit le printemps. Bref, il y a des offres absolument tout le temps. Donc si vous jouez pas le jeu des offres, potentiellement, eh bien, vous partez avec un désavantage. Et ensuite, bien évidemment, la partie traduction du site. Donc moi, ce que je recommande, c'est, donc vous avez des outils, vous avez de l'IA, très bien, mais rien ne vaut la traduction et la patte, et surtout la plume de quelqu'un de local. Ça peut paraître très bête, mais l'anglais parlé au UK, l'anglais parlé en Afrique du Sud, l'anglais parlé au Canada et l'anglais parlé aux US, et ben c'est des anglais qui sont très différents. Pas sur la base grammaticale, parce que ça c'est le même, mais sur les expressions, sur les idioms, sur les tournures de phrases. Et en fait, donc quelqu'un de non natif, bah il va pas le voir, mais quelqu'un de natif, il va le voir. Nous, on a fait l'expérience, on en a fait les frais, en utilisant et en diffusant des ads des US en Afrique du Sud, et bien ça marchait pas du tout. Pourquoi? Parce que les gens ne se reconnaissaient pas. Et ça c'est valable, donc visuellement, verbalement, mais c'est aussi valable à l'écrit, donc sur un site. Et en l'occurrence, moi je vous recommande de faire appel à un interprète, ça coûte pas très cher, il vous facture généralement au mot, et vous pouvez avoir quelqu'un qui vous traduit les top pages ou les landing pages. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement la tournure de phrase que vous auriez utilisée. Parce qu'il n'y a rien de pire, mettez-vous dans l'autre sens, que de voir un français mal traduit, ça vous donne tout sauf envie d'acheter. Donc ensuite, il y a une partie qui est un peu chiante, mais qui est importante, c'est la mise à jour du flux produit. Parce que bien évidemment, si vous changez de devise, si vous vendez par exemple au UK, ça va être en pounds et pas en euros, eh bien il faut adapter son flux produit. Flux produit qui sert notamment pour Google, pour les campagnes shopping et performance max, mais qui sert aussi pour Meta, pour les campagnes catalogue, qui sont généralement des campagnes qui fonctionnent très très bien en retargeting. Et donc là, c'est important de l'adapter. Pour ça, vous pouvez directement passer par Shopify. Et sinon, il y a aussi des agrégateurs de flux qui sont très bien si vous avez par exemple des prix différents, ce genre de choses. Je peux citer par exemple Lengo ou Chainable avec qui on a déjà bossé et qui vous facilitent grandement la tâche, notamment pour les conversions et la répartition. Et donc sinon, vous pouvez faire ça à l'ancienne avec un flux Google Sheets par devise, mais ça fait beaucoup de travail, notamment pour la mise à jour. Donc je vous recommande plutôt d'avoir un outil, surtout si vous commencez à ouvrir plusieurs pays. Voilà. Ensuite, toujours dans le lancement, eh bien il y a une autre partie qui est très importante, c'est d'avoir un calendrier de temps fort. Évidemment, les temps forts en France ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays. Et ce serait bête de vous priver de temps fort parce que c'est là où on vend. Typiquement, fête des mères, je reprends un exemple, si vous vendez, je sais pas, des habits, des fleurs, ce genre de choses, eh bien c'est un temps fort sur lequel vous pouvez capitaliser pour faire des ventes. Vous faites des pubs qui parlent de la fête des mères, vous mettez une offre, vous générez du trafic, une séquence d'emails, ça peut vous faire des gros pics, c'est généralement comme ça qu'on bat la mesure sur le e-commerce. Eh bien, la chose à faire, c'est de planifier en fait, de mettre sur papier le calendrier de temps fort. Nous, ce qu'on a généralement, je vais essayer de vous le mettre à l'écran si c'est pas le cas, eh bien vous pouvez me demander, je vous l'enverrai. Il faut une petite matrice, c'est-à-dire qu'en fait on met en colonne les mois de l'année, donc janvier, février, mars, avril, et en ligne on met du coup les pays. Et donc par exemple si on a France, Allemagne, UK, US, etc. Et ensuite on fait un travail de recherche, vous pouvez utiliser ChatGPT d'ailleurs pour ça, et on va mettre en gros dans chacune des cases, eh bien les événements qu'il y a et sur lesquels on peut surfer. Ça vous fait un calendrier marketing, c'est très basique comme raisonnement, et du coup bah ça vous pouvez l'intégrer dans votre strat en disant ok, et bah Q1 j'ai ça, et donc ça peut vous permettre de driver aussi votre stratégie créative et d'offres, et vous avez ce qu'on appelle un plan d'action commerciale, pour utiliser les termes de retailer, et ça vous permet du coup de communiquer. Donc ça, très important à mettre en place. Et après, du coup, aussi dans la préparation toujours, le sourcing de créateurs ou de créatrices locaux. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la traduction du site, c'est pareil, vous voulez que ce soit le plus personnalisé possible. Il faut pas le faire au début parce que ça va vous coûter trop cher et vous allez vous disperser, mais dès que vous êtes sûr que vous avez un marché sur lequel il y a un potentiel sur lequel vous voulez investir, j'invite à sourcer des personnes qui sont locales, que ce soit des influenceurs, que ce soit des créateurs, mais ce sera toujours mieux perçu par votre audience. C'est comme vous, si tu veux une pub pour un produit, même si le produit est canon, mais que c'est un Québécois qui parle avec un accent, tout le respect que j'ai pour les Québécois, bah, il y a de grandes chances que vous disiez oh, c'est cool, mais surtout que vous n'ayez pas l'impression que c'est un business qui est local en France. Et enfin, last but not least, comme on dit, c'est la collecte d'avis clients. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que surtout quand on pénètre un nouveau marché, on n'a pas toute la notoriété qu'on peut avoir dans le marché existant. Vous n'avez pas tout ce que vous avez comme historique sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément de présence en physique, c'est vos premières pubs, donc en fait personne vous connaît. Et du coup quand personne vous connaît, ça veut pas dire que personne va acheter. Si votre pub est bonne, bah, vous pouvez générer du trafic froid et convertir, c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais par contre, les gens vont être beaucoup plus regardants sur est-ce que je fais confiance ou pas. Et en l'occurrence, vu qu'ils vont rien trouver sur leur Trustpilot local, vu qu'ils vont rien trouver sur les réseaux sociaux, et ben ils vont être extrêmement attentifs aux avis clients qu'il y a sur votre site. Et donc, moi ce que je vous invite à faire, avant d'amorcer ça, de collecter au maximum des avis clients, utiliser des mécaniques s'il faut, offrir des cadeaux aux personnes, bref, mais que les produits pour lesquels vous faites de la pub et vos best-sellers, ceux sur lesquels vous allez miser, il faut qu'il y ait au moins plusieurs dizaines, si ce n'est centaines d'avis clients, parce que ça vous économisera énormément de travail et surtout ça fera monter votre taux de conversion. Donc là on a fini la troisième phase qui est préparer le lancement, et donc là on peut lancer sur la phase d'après, qu'est-ce qu'on appelle l'amorce. Donc quatrième phase, amorcer. Donc là l'idée c'est que on y va, on commence
commence à vraiment attaquer le marché. Pour moi, il faut commencer par ouvrir des comptes organiques. C'est illusoire de penser qu'on va pouvoir pénétrer un marché réellement. Après, si on parle de 10-20%, bon bah c'est autre chose, mais vraiment pénétrer un marché sans avoir de présence organique. Donc là, pareil, je pense que vous pouvez prendre un free, un community manager qui vous voulez pour faire quelques Insta, TikTok et au moins qu'il y ait une base sur les comptes organiques. Ensuite, pour moi, c'est important de commencer aussi avec des campagnes top funnel. Comme on disait tout à l'heure, vous n'avez pas de présence. Donc c'est-à-dire que personne vous connaît. C'est important qu'il y ait quelques points de repère, que les gens puissent se dire ah ouais, j'ai déjà vu ce truc-là, au moins une fois. Donc pour ça, il y a des campagnes top funnel. Vous pouvez faire des vidéos, mais vraiment attendre zéro résultat dessus. Hein, c'est de la pure communication. Vous pouvez faire de l'influence. L'influence, ça marche très bien parce que ça vous permet de toucher des poches d'audience. Je vous recommande généralement la micro-influence plus que l'influence globale. Hein, on s'en fout d'avoir le Lena situation des Pays-Bas. Et la presse, parce que la presse, eh bien, c'est vieux comme le monde, mais ça fonctionne. Argument d'autorité, les gens connaissent et ça les rassure. Voilà. Donc après, si on rentre un peu dans le spécifique, dans les types de campagnes, moi ce que je vous recommande, c'est de commencer avec du retargeting. Pourquoi? Parce que vous allez profiter du trafic que vous avez déjà et du coup, ça va convertir assez facilement. Et puis après, progressivement, ajouter de l'acquisition et vous voyez comment ça évolue. Ce qui peut être intéressant, c'est à partir du moment où si vous avez une campagne par exemple sur plein de pays et vous identifiez qu'il y a un pays qui est outlier, donc qui se démarque bien, c'est de l'isoler, d'en faire une campagne spécifique. Comme ça, vous pouvez piloter comme ce que vous faites en France, acquisition, retargeting, etc. Et enfin, du coup, la cinquième étape, c'est le déploiement et donc le scaling. Et celle-là, c'est, j'ai envie de dire, presque la plus facile, même si ça peut paraître paradoxal, puisque en fait, pour moi, la réussite d'un scaling, elle se passe en amont, donc sur toutes les phases qu'on a vues avant, autant dans l'identification que le testing, que la validation, que l'adaptation de son contenu, etc. au marché. Et bien, une fois qu'on a tout ça, en théorie, on dépense, ça vend, les coûts d'acquisition sont stables, on est sur une vraie stratégie locale. Et bien, en l'occurrence, là, on va pouvoir appliquer les méthodes qu'on a de scaling en France, à savoir produire des créas, tester en continu, itérer, augmenter ses budgets, faire du test and learn, créer des landing pages. Bref, vous connaissez la chanson, faire ce qu'on fait au quotidien, à savoir faire grandir les budgets des marques et donc en maintenant les seuils de rentabilité, en d'autres termes, scaler. Voilà, c'est à peu près tout pour ce tutoriel, guide, je sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas pour ce how to s'exporter avec la publicité et notamment Meta. Et à garder en tête bien évidemment, parce que sinon ce serait trop facile, l'export ça prend du temps. C'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, il faut être patient, il faut savoir et accepter que potentiellement la première année ou à minima les premiers mois on sera pas forcément aussi rentable. C'est illusoire de se dire je vais juste faire du copier-coller et je vais faire le même ROAS et en fait je vais faire x2 sur mon CA, ça ne marche pas comme ça. C'est mieux d'avoir de l'attraction avant de se lancer. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on appuie sur ce qui fonctionne et on va pas en fait tirer dans tous les sens en voyant ce qui marche. Ça on peut le faire mais à petite échelle juste pour la phase d'identification. C'est bien d'avoir un budget top funnel dédié parce que ça permet justement de asseoir cette présence et du coup de compenser le manque de notoriété sur le marché sur lequel on s'exporte. Et dernier point bien évidemment, ce focus. C'est déjà très difficile de pénétrer un marché, donc moi je vous invite plutôt que d'être sur 12 marchés et que la somme de ces 12 marchés fasse 10 000 € de dépenses par mois, mettez tous vos efforts sur un marché, puis 2, puis 3. Et en fait, il y a une analogie que j'aime beaucoup, c'est si vous avez 10 bûcherons sur 10 arbres, ils vont mettre une éternité à faire tomber les 10 arbres, mais si vous avez 10 bûcherons sur un arbre, l'arbre va tomber rapidement, puis ensuite vous pouvez passer au deuxième, puis troisième, puis quatrième. C'est exactement pareil pour la publicité, plus on se focalise, moins on se disperse, mieux ça marche. Et donc si c'est bien fait, vous devriez pouvoir scaler. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce petit guide vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire sous la vidéo, ça me permet de savoir si ce que je poste comme contenu vous aide. Et si vous voulez qu'on jette un œil à vos campagnes et qu'on discute avec vous de comment vous accompagner sur du scaling en France ou à l'étranger, vous pouvez réserver un petit appel à la découverte dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici avec moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Étienne. Ciao.